Et pour cette conférence, ce que je voulais, c'était vous donner des outils pratiques. Parce que quand on parle de e-commerce, on parle d'énormément de choses. On parle des réseaux sociaux, des places de marché, de créer son site, de le développer. Et on ne sait plus où on a la tête, on ne sait pas par quoi commencer. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous donner véritablement des ressources pour se dire, si demain, vous voulez vous développer sur le e-commerce, vous allez avoir des étapes précises pour vous orienter dans ce sens-là. Donc au final, aujourd'hui, j'ai plusieurs cadeaux pour vous. J'ai ces feuilles de route, donc vous aurez pas mal d'éléments sur mes slides, donc vous pouvez les prendre en photo si vous voulez les récupérer directement. J'ai quelques exemplaires de notre magazine, d'e-commerce nation. C'est la nation du e-commerce. On est la première communauté e-commerce en France. Et sur notre site, il y a énormément d'informations, de webinaires, de documents aussi pour vous accompagner. Et à la fin, j'ai une petite surprise également à vous faire parvenir. Donc voilà, aujourd'hui, je suis là en mission en tant qu'explorateur du e-commerce pour vous fournir des astuces et donc des ressources. On est une équipe qui est basée à Caen. Donc aujourd'hui, je suis venu de Normandie et je vous ai ramené le soleil. Donc voilà, vous pourrez me remercier. Et donc aujourd'hui, ma mission, clairement, c'est d'explorer avec vous le e-commerce et de vous donner ces feuilles de route. Le e-commerce, j'aime bien remettre en perspective, c'est que le e-commerce a seulement 20 ans. Et dans mes conférences, moi j'explique que c'est un peu mon petit frère. Un petit frère où il faut continuer de l'éduquer et d'apprendre de nouvelles choses. Et on voit que tous les jours, il continue d'évoluer sur les réseaux sociaux, les places de marché. Et donc il y a énormément de nouveautés et ça nous pousse à grandir aussi avec lui. Je vous l'ai dit, on est un média, donc vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et il y a énormément de ressources gratuites où on travaille avec énormément de partenaires. Je vous invite, après la conférence, à découvrir notre média qui a énormément de contenu gratuit. Donc aujourd'hui, on va faire une petite passe sur le contexte. Après, on va revoir les outils pour auditer votre projet e-commerce. Comment attaquer son projet e-commerce. Juste pour savoir, est-ce qu'il y a des e-commerçants? Levez la main. Ok. Des solutions e-commerce peut-être? Levez la main. Et les autres, des curieux sur le e-commerce qui veulent se lancer sur le e-commerce peut-être? Qui veut se lancer sur le e-commerce? Ok. Très bien. C'est pour pouvoir personnaliser, donc après on gardera un petit peu de temps pour quelques questions, mais après vous pouvez me contacter également sur LinkedIn pour échanger ensemble. Deux enjeux principaux, transition accélérée. Voilà, on le sait tous, avec le Covid, au final, confinement oblige, l'économie continue de fonctionner avec quoi? Le e-commerce. Donc c'est une porte de sortie et ça a accéléré la prise de conscience de nombreux acteurs. Mais en face, la problématique, c'est les outils pédagogiques. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, sur le salon, il y a énormément d'outils, mais après, c'est comment trouver le bon outil par rapport à sa problématique. Quelques chiffres, alors qui sont des chiffres d'avant le Covid, mais qui soulignent cette tendance très forte à la connexion. Vous avez de plus en plus d'internautes, de gens qui vont passer à l'acte d'achat. Sur les dernières années, en France, est-ce que vous savez le taux de croissance du e-commerce année par année? 10%, exactement. Donc ça continue d'évoluer, et là, on va être plutôt sur des taux de 20%. Ça va être l'un des taux le plus élevé par rapport à ces dernières années. Et mon pari, c'est que l'année prochaine, il sera à peu près de la même hauteur. Pourquoi? Parce que toutes les entreprises auront fait les efforts de faire cette transition digitale, qu'il y aura davantage d'internautes qui vont acheter sur Internet et que les technologies vont être de plus en plus accessibles. On parle d'un secteur qui a une croissance à 2 chiffres année après année, et cette croissance est exponentielle et continue de grandir. Donc de nombreuses opportunités en local, au national et à l'international. Quand on parle de e-commerce, le e-commerce, aujourd'hui, il fait partie de notre quotidien. C'est une banalité, mais derrière, il y a énormément d'actions. Quand vous allez en boutique, qui sort son portable pour comparer les prix? Voilà, sur les usages, ça change. Et derrière, on va acheter un produit sur Internet ou dans un magasin, mais la relation, elle ne s'arrête pas là. Ce n'est pas du one-shot, ce n'est pas du face-à-face. C'est l'ensemble d'un écosystème. Si je ne suis pas satisfait de mon produit, je vais poster un avis, je vais communiquer avec d'autres consommateurs pour m'organiser positivement, négativement. Aujourd'hui, le consommateur a beaucoup plus d'actions face à une marque. Et donc ça, c'est important à comprendre, c'est de se dire, si je suis artisan, si je suis un simple commerçant et je veux m'orienter sur le e-commerce, je vois ça, je me dis, waouh, trop d'actions.
Comment je vais faire pour gérer tout ça? Communiquer sur les réseaux sociaux, communiquer sur les places de marché, développer un site e-commerce, c'est des compétences qui ne sont pas simples à acquérir et aussi à planifier dans son développement. Donc la question, bien sûr, c'est par rapport à l'investissement. Combien d'argent ça va me coûter, mais aussi d'organisation. Si j'ai une structure où je suis seul, où j'ai 2 personnes dans mon entreprise, comment je peux développer et prioriser mes différentes actions. Là, c'est un autre schéma que je trouve assez intéressant sur l'aspect du cycle de vie d'un consommateur. Aujourd'hui, on voit un message sur les réseaux sociaux, après on entend une pub à la radio, après on voit un message d'un ami qui met un commentaire sur le produit. Bref, on est passé sur une multitude de points de contact. Et donc ça, c'est un enjeu pour toutes les entreprises de se dire comment je peux garder un lien et engager avec mes potentiels consommateurs. Et donc là, vous avez plein de leviers. En orange et rouge, vous avez tous les leviers digitaux. Et vous avez, en violet, les leviers physiques. Quand vous voyez la comparaison de ces éléments, vous dites, mais en fait, quand je suis commerçant, je veux m'attaquer au e-commerce. Waouh, il faut que je développe 10 fois plus de compétences pour parler de référencement naturel, de référencement payant, de réseaux sociaux. Bref, c'est une jungle de compétences à intégrer. Donc maintenant qu'on a vu ce contexte-là, on voit que c'est une jungle de compétences à acquérir, c'est comment agir méthodologiquement pour ne pas être en stress, mais aussi s'orienter dans cette dynamique digitale. Première étape, c'est définir le stade de son projet et de ses compétences. Essentiel, de faire un audit, de vous poser ces questions-là. Et moi aujourd'hui, je vois sur les types de business, e-commerce, il y a différents niveaux, il y a 4 niveaux que j'ai identifiés. Premier niveau, c'est de se dire, je suis un e-vendeur. Le e-vendeur, c'est simple, c'est je sais vendre, et du coup, je vais avoir une capacité technique à proposer mes produits en ligne. Typiquement, ça peut être des business comme Amazon, où j'ai des produits, je les vends sur Amazon, mais je ne fais pas d'efforts spécifiques de communication ou de développement. C'est une première étape où, au final, je peux distribuer mes produits. Deuxième étape, entrepreneur, plus une logique de compétences produits, de merchandising. Dire, je vais proposer un produit intéressant pour une certaine communauté et je vais développer la marque de ce produit. Est-ce que vous avez une marque de produit? Est-ce que vous répondez juste à un simple besoin? Auquel cas, vous êtes plus sur e-vendeur. Et donc, au fur et à mesure que vous allez monter ces étapes-là, vous avez aussi des logiques de pricing. Parce que la question aussi, c'est de se dire, bah, OK, je vais vendre sur Internet, mais au final, j'ai une concurrence qui est impossible à faire face. Il y a des marchés, l'Inde, la Chine, qui proposent les mêmes produits beaucoup plus moins chers. Et donc, ça va être avec cette montée en compétences que vous allez pouvoir aussi faire évoluer vos prix et votre positionnement. L'autre étape, c'est de passer à un stratège. Une fois que vous avez compris l'aspect technique pour proposer vos produits en ligne, que vous avez réfléchi sur la proposition de votre produit, après, c'est de réfléchir à la diffusion. Est-ce qu'il faut faire du référencement naturel? Est-ce qu'il faut s'attaquer sur les réseaux sociaux? Quels réseaux sociaux? Et gérer également les flux. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des outils qui vont vous permettre d'automatiser vos flux sur les différentes places de marché. Et l'étape ultime, où on le voit sur de nombreux leaders, c'est beaucoup plus une capacité en termes de marketing et de communication qui est incisive. On le voit sur des marques comme le Slip français ou Respire, ce qu'on appelle des Digital Native Vertical Brand, des marques qui s'inventent uniquement en ligne avec une communication extrêmement puissante. Et donc la question, c'est de se dire, bah, OK, si vous attaquez le e-commerce, vous n'avez pas obligation d'aller là directement. C'est de franchir les paliers et de se dire, OK, je vais devoir acquérir des compétences spécifiques. Peut-être qu'au début, je vais juste essayer de proposer mes produits en ligne. Je suis un artisan, bah OK, je dis, vous pouvez commander via mon site et venir chercher en boutique, sur un modèle par exemple Drive. Et puis après, vous allez ajouter des nouvelles compétences. Mon produit, comment je peux le valoriser davantage sur Internet? Et une fois que ça va fonctionner, comment vous pouvez investir après sur des canaux web. Donc cette progressivité, elle est essentielle pour ne pas avoir peur du e-commerce et se développer normalement. Deuxième étape, définir la maturité numérique de votre structure. Chose que peu d'entreprises font.
mais c'est de se poser des questions assez simples sur cet axe. Premier axe, démarche stratégique. Est-ce que le digital fait partie de la stratégie de ma structure? C'est-à-dire, est-ce que j'ai planifié des actions? Est-ce que c'est une réflexion interne ou pas? Ce n'est pas un souci de se dire qu'il n'y en a pas. Est-ce que c'est juste une initiative personnelle d'un de mes collaborateurs ou est-ce que c'est impulsé par la direction? Et donc là, vous allez pouvoir évaluer le degré de maturité par rapport à cet axe-là. Deuxième élément, processus d'amélioration. Est-ce que vous avez des itérations par rapport à votre processus? De se dire, bah, ok, je mets des actions digitales et j'arrive à évaluer l'impact. Personnellement, c'est ce que j'adore avec le web. C'est le seul boulot où le lendemain, vous pouvez voir l'impact de votre travail. Et c'est fou parce que vous avez énormément de données et vous pouvez être sur de l'amélioration continue. Et ça, il faut suivre avec des indicateurs clés ce qui se passe pour pouvoir réorienter vos efforts sur le digital. Troisième élément, l'adhésion de la direction. Combien de structures se disent « ouais, il faut aller sur le digital », mais au final, le dirigeant n'est même pas connecté sur les bons réseaux, il ne se tient même pas au courant des actualités de ses concurrents ou autres. Voilà, je pense qu'il y a aussi une culture du numérique, et donc là, c'est aussi une question à se poser pour cette transition. Quatrième élément, les ressources, la structure, c'est basique. Est-ce que j'ai un budget pour pouvoir me développer là-dessus? Quel budget je peux associer ou est-ce que c'est simplement du temps pour m'axer là-dedans? Encore une fois, c'est une cartographie et derrière, vous allez pouvoir tirer des conclusions en disant « ah bah tel sujet, bah, il faut qu'on progresse. Est-ce qu'il faut associer plus de budget? Est-ce qu'il faut se former sur ce sujet-là pour se développer ?» Cinquième élément, données, infrastructure. Donc là, ça va être des éléments un petit peu plus techniques, informatiques, pour pouvoir se développer. Est-ce qu'on a des bases de données structurées? Est-ce qu'on comprend ce qui se passe sur le numérique? Ou est-ce que c'est un usage très artisanal? Sixième élément, la communication client. Est-ce que j'ai des bases de données clients? Est-ce qu'elles sont qualitatives? Est-ce que je peux les utiliser pour ma stratégie digitale? C'est également un axe important. Dernier élément qui est aussi crucial, c'est l'expérience client, notamment par rapport au site internet. Est-ce que mon site internet fonctionne? Est-ce que mes clients l'utilisent? Et est-ce que je peux le développer? Pas forcément un site internet, ça peut être d'autres interfaces. Et je prends souvent cet exemple-là. J'ai un bon ami qui est menuisier et qui se développe énormément sur le web grâce aux avis Google parce qu'il a les meilleurs avis dessus et qu'il a une stratégie très prononcée là-dessus. Expérience client qu'il utilise à travers une autre plateforme, mais au final qui lui permet de se développer, de se faire remarquer sur le digital. Donc ça, voilà, deuxième étape. Sur la première étape, vous définissez le stade de votre projet. Qu'est-ce que vous ciblez? Où est-ce que vous en êtes? Et deuxième étape, évaluer la maturité selon ces 7 facteurs-là. Par rapport à ça, vous allez maintenant vouloir être dans l'action, pour opérer dans l'action. Pour être dans l'action, c'est pas se dire « ah, les réseaux sociaux, c'est le nouveau crack, il faut que j'attaque ça ». Non, c'est d'intégrer des phases d'observation. Pour ça, vous avez 5 étapes. Première étape, analyse de la situation. Comprendre qui sont vos concurrents. Si vous êtes au niveau local, quels sont vos concurrents locaux? Sur quelle plateforme ils sont? Est-ce qu'ils sont sur Facebook? Est-ce qu'ils ont un site e-commerce? Est-ce qu'ils sont sur des places de marché? Comprendre réellement votre environnement pour se dire, bah, est-ce que vous devez vous mettre à niveau par rapport à la concurrence ou est-ce que vous devez vous différencier par rapport à ce qu'il y a déjà? Élément essentiel. Donc là, vous avez différents outils sur l'aspect marketing, l'aspect de SWOT pour connaître ses forces, ses faiblesses, des outils assez basiques mais qui permettent de donner de la vision, de comprendre l'audience de ses clients, les logiques de persona, de se dire quels sont vos clients types sur Internet. Peut-être que ce n'est pas les mêmes qu'en physique, et donc comment vous allez communiquer auprès de ces personnes-là, ça c'est essentiel à définir pour votre stratégie. Les concurrents, je l'ai évoqué, et puis analyse de l'écosystème, des médias, des partenaires ou autres, de faire un peu le bilan par rapport à ça, mais d'avoir déjà une compréhension sur votre écosystème. Deuxième élément, objectif. Ça, je le vois sur toutes les startups, tous les commerçants ou artisans. Grosse problématique, c'est de définir des objectifs sur le digital. C'est quoi votre objectif le digital? Est-ce que ça va vous permettre d'être rentable? Du coup, c'est un objectif financier. Est-ce que c'est de dépasser vos concurrents en termes de trafic? Voilà, ça c'est important de se dire, je vais me fixer des objectifs
avec des deadlines précises. D'ici 1 an, mon objectif, c'est de rattraper des concurrents ou c'est d'être rentable sur ma partie digitale ou pour l'ensemble de mon entreprise, mais d'avoir des objectifs définis dans le temps et mesurables. Essentiel. Pourquoi? Parce que même si vous n'allez pas atteindre vos objectifs, vous serez capable de prendre des décisions, de dire bah, je vais associer moins de budget sur le digital ou je vais me concentrer sur telle ou telle action. Mais au final, d'avoir une ligne de conduite, ça va vous permettre d'évoluer et aussi de questionner sur votre mission et votre vision par rapport à votre projet numérique. Troisième élément qui vient vraiment après les 2 étapes, c'est la stratégie. Beaucoup de gens veulent directement attaquer la stratégie, mais ils n'ont pas les éléments. Si vous ne connaissez pas vos concurrents et si vous ne connaissez pas votre cible, votre stratégie, en fait, c'est du vent, quoi. Vous la construisez sur aucun élément tangible. Le web vous permet d'avoir de la donnée en temps réel, d'avoir des études de marché en temps réel. Vous avez énormément d'outils par rapport à ça. Facebook Audience Insight, par exemple, vous pouvez récupérer les données Facebook et donc avoir de la donnée des utilisateurs pour faire votre étude de marché. Essentiel. 4e étape, la gouvernance. Impliquer tout le monde dans cette stratégie web. Voilà, je vois des gens qui ont des stratégies sur LinkedIn, sur Instagram, mais le dirigeant, s'il n'est pas sur ces plateformes-là, c'est problématique parce qu'il ne comprend pas notamment l'impact et les enjeux. Quelque chose que j'explique, par exemple, je vous ai présenté E-Commerce Nation comme la première communauté e-commerce en France. Pourquoi ça? Parce qu'on a 17 000 personnes sur LinkedIn, sur la page entreprise. Mais si ça, les gens ne se rendent pas compte de la valeur de cet aspect communautaire, on se dit, bah ok, ils ont 17 000 personnes, ça sert à quoi? Mais derrière, c'est des vrais individus, des gens qui engagent, qui interagissent, et ça dégage de la valeur pour un réseau et une entreprise. Les réseaux sociaux sont vraiment un canal très puissant pour fidéliser et même pré-fidéliser, garder un contact. Si vous avez des gens sur des bases mailing, sur les réseaux sociaux, bah, au final, ils vont vous voir régulièrement et c'est plus qu'une question de temps avant qu'ils passent à l'acte d'achat. Donc là, on attaque sur des logiques de tactique. Et donc, j'insiste vraiment sur ce terme-là, c'est que vous avez une étape stratégie, d'objectif et à la fin de tactique. Tactique, c'est vraiment comme sur un champ de bataille. Il faut définir ses combats. Vous ne pouvez pas mener un combat sur tous les fronts, et notamment sur le digital, qui est 360. Aujourd'hui, on parle de nouvelles plateformes comme Snapchat, TikTok ou autres. Peu importe, la question c'est est-ce que vos clients ils se trouvent sur ces plateformes? S'ils ne se trouvent pas, mettez pas de budget et investissez pas de temps. Et n'ayez pas peur aussi d'abandonner certains leviers. Voilà, sur certains business, il y en a, c'est beaucoup plus rentable sur Instagram. Autant faire que du Instagram et lâcher d'autres réseaux sociaux. L'aspect tactique est super important et aussi va dans cette logique de mesurer vos efforts pour pouvoir changer de direction parce que sur le web, on est sur des cycles courts, donc des cycles agiles et d'itération. Il faut tester, test and learn. Il faut tester et apprendre pour évoluer et être toujours en analyse de ces données. Donc voilà, schéma clair, si demain vous rattaquez votre stratégie, posez-vous ces questions et dites-vous, est-ce que je connais bien mes concurrents? Est-ce que mes concurrents aujourd'hui sont les mêmes qu'il y a 6 mois? Est-ce que mon ambition va définir aussi ma concurrence plus ou moins directe? Derrière, définissez vos objectifs. Et ces objectifs, je pense que c'est important sur un plan macro, tous les 6 mois, de se re-questionner sur la pertinence de vos objectifs. Pardon. Et ça, en tant que chef d'entreprise, pour moi, c'est essentiel parce que peut-être que le contexte va encore évoluer. On le sait déjà sur cette année. Et donc, peut-être, on va se dire, bah, en fait, non, il faut que je sois plus ambitieux sur le digital parce qu'avec le contexte actuel, ça va me permettre de renouveler, de développer mon business. Maintenant, la question, c'est le plan d'action. Ok, je vous ai donné des feuilles de route, des processus pour comprendre et vous questionner sur vos stratégies et vos méthodologies. Mais maintenant, c'est de se dire, ok, quelles compétences me manquent pour mon entreprise? Ça, c'est notamment notre plan de formation. On l'a structuré pour des gens qui souhaitent s'attaquer véritablement sur le numérique et le e-commerce. Première étape, c'est de comprendre l'écosystème. En général, sur le digital, vous devez rester connecté, avoir une veille par rapport à vos concurrents, mais par rapport au marché aussi, de voir ce qui se passe, de suivre les tendances des consommateurs. Et pour ça, bah, il faut comprendre énormément de choses, que ce soit sur la logistique, sur l'usage des
des personnes, sur l'évolution des commerces physiques avec le digital. Donc, il faut avoir quelques bases, découvrir l'écosystème. Et après, c'est de plonger directement sur la phase d'analyse que je vous ai dit, définir ses concurrents, son persona ou autre. Et là, c'est plus des bases marketing. Donc là, ces premières briques, elles sont essentielles pour pouvoir définir son catalogue produit et commencer à architecturer un cahier des charges pour votre projet e-commerce. Est-ce que vous avez besoin d'un site? Pas forcément. Et ça, je vais vous montrer qu'on peut faire du e-commerce sans site e-commerce également. Deuxième élément, c'est piloter ses ventes. Donc voilà, vous voulez attaquer le e-commerce, d'abord, c'est de bien avoir cette brique de stratégie, de marketing, de compréhension de l'écosystème. Deuxième étape, c'est de dire comment je pilote. Je lance mon activité, derrière j'ai de la donnée, comment je vais adapter ça et choisir les bonnes tactiques pour me développer. Ça nécessite de comprendre les mécaniques des tactiques. Parce que c'est ça le challenge, quand on se lance sur le e-commerce, il faut connaître un peu les mécaniques de chacun des leviers. Et donc, c'est ça qu'on a structuré, notamment sur le référencement naturel. Le référencement naturel, c'est quelque chose qui est parfois complexe, mais qui a le meilleur retour sur investissement aujourd'hui. Donc ça, c'est important de le comprendre. Ok, ça prend du temps de créer du contenu sur Internet, mais au final, sur le moyen et long terme, ça vous crée une récurrence de visiteurs et de clients pour votre entreprise. Donc c'est un des leviers qui est incontournable. Référencement payant, le problème, c'est que vous allez avoir une courbe, un budget qui va être proportionnel à vos gains. Donc, vous allez avoir besoin de plus en plus de budget si vous voulez de plus en plus croître, mais vous n'optimisez pas vos marges et vous n'avez pas une courbe exponentielle sur cette marge. D'autres leviers comme Facebook, Instagram, il y a des leviers publicitaires, et puis après comprendre les places de marché et ensemble d'un écosystème. Mais encore une fois, progressivité sur votre acquisition de compétences, c'est essentiel si vous voulez appréhender le e-commerce. Donc je voulais expliquer, c'est que quand on parle de e-commerce, les gens ils disent « Ok, il faut que je me lance mon site ». Mais sauf que le e-commerce peut très bien se développer sans site. Et donc j'ai défini 7 étapes pour pouvoir se développer sur Internet. Première étape, déjà c'est le présentiel en ligne. Si je suis une entreprise qui n'est pas connectée, déjà c'est est-ce que je suis visible, que ce soit sur Google, à travers les avis Google, sur Facebook. Il y a des entreprises en local qui arrivent à se développer qu'avec des avis. C'est essentiel de le comprendre. Si vous avez 100 avis avec 5 étoiles, avec que des retours positifs, l'algorithme va vous privilégier et donc vous allez pouvoir vous développer. La question, si vous voulez attaquer aussi sur le numérique, vous pouvez intégrer des places de marché de niche, que ce soit des places de marché locales ou sur des produits spécifiques, des places de marché, je ne sais pas, sur la bière, ces éléments-là. Ça va vous permettre de tester la demande et voir votre potentiel au niveau digital. Troisième étape, des places de marché nationales. De se dire, bah ok, j'ai pas trop d'investissement, mais ce que je vais faire, je vais prendre mes produits, je vais en mettre quelques-uns sur Amazon, je vais voir si j'arrive à les vendre. Parce que vous n'avez pas à faire d'acquisition. Vous testez, vous voyez si ça marche, et après vous dites « Ah bah c'est cool, j'ai réussi à générer ces ventes-là, bah ok, j'ai de la confiance, et donc je vais pouvoir affecter un budget beaucoup plus conséquent dans mon projet e-commerce. » Autre élément, c'est site vitrine, juste proposer des produits, et là on le voit durant le confinement, il y a un exemple que j'aime bien, c'est dans le Finistère, c'est un chocolatier pour Pâques, a lancé un site. On ne peut même pas acheter les produits sur le site, mais il propose de les réserver, les produits sur un site vitrine et d'aller les chercher sur un principe de drive avec des horaires fixes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au final, bah avec les nouveaux usages, les modèles économiques évoluent. Et de se dire qu'un chocolatier met juste en place un site qui est relativement simple avec ses produits et que les gens peuvent réserver juste avec un mail et aller les chercher en drive, c'est juste phénoménal. Et il n'a pas des compétences en développement, il n'a pas une réflexion très poussée en termes de compétences, mais il a une observation des usages et des outils numériques. Et donc, après, ça vient seulement à la 6e étape d'avoir un site e-commerce, parce que bien sûr, ça demande des ressources, de l'investissement, pour pouvoir le gérer et le développer. Donc maintenant, je vous fais une brique sur les objectifs. Je vais vous donner des petites formules, parce que là, je vous sens bien au taquet. Donc au final, je vais vous donner quelques chiffres pour pouvoir mieux définir ces objectifs. 5 points clés. Premier élément, définition de ces objectifs. Par rapport à un trafic cible, par rapport à un chiffre d'affaires, si vous voulez viser une certaine rentabilité,
par rapport à un taux de croissance, si vous voulez maintenir votre développement. Deuxième élément, l'analyse des forces concurrentielles, comparaison des canaux, regardez vos concurrents, comment ils se développent. Est-ce qu'ils créent du contenu? Est-ce qu'ils sont sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils sont sur les places de marché? Déjà, ça va vous donner des indicateurs de ce qui fonctionne ou pas. Troisième élément, analyse des facteurs clés de succès. Comment ils se développent, quel contenu fonctionne bien et quelles stratégies et tactiques ils mettent en place. Quatrième élément, là vous êtes plus dans votre propre définition de votre stratégie. Vous pouvez aller de l'avant et à la fin, mise en place d'outils de suivi. Équation assez simple pour ceux qui sont familiers sur le e-commerce. Pour les autres, je vais l'expliquer un petit peu plus en détail. Votre objectif de CA, si vous dites, OK, pour que je sois rentable, il faut que je fasse 100 000 € à l'année sur mon exercice. Je vais le diviser par mon panier moyen. Si j'ai une boutique, je peux prendre mon panier moyen en boutique et sinon je peux regarder ceux de mes concurrents. Je vais obtenir le nombre de clients à convertir. Par rapport à ce nombre de clients à convertir, je vais appliquer le taux de conversion. Je vais diviser par le taux de conversion en e-commerce qui est autour de 2%. Et donc, je vais obtenir mon objectif de visiteur total. Et donc là, je sais après comment activer. Je vais me dire, je vais faire du référencement naturel, je vais faire de la publicité pour driver du trafic, avoir cet objectif de visiteur qui doit me permettre d'atteindre mon objectif de chiffre d'affaires. Donc là, je vous ai mis un exemple. Objectif de 500 000 de CA avec un panier moyen de 40 €, 2% de taux de conversion. Ça me fait 12 500 acheteurs, soit 625 000 visiteurs. Et donc après, je l'aurais dû au niveau du mois. Il me faut 52 000 visiteurs par mois. Et donc là, je vais pouvoir après définir mes tactiques précises pour acquérir ce trafic sur mon site. Donc encore une fois, voilà, c'est de vous mettre en perspective avec cette progressivité pour se dire, pour faire évoluer votre business e-commerce, vous n'avez pas obligation de tout faire. Au contraire, ce qu'il faut, c'est réussir à prioriser et identifier les prochaines compétences à acquérir ou les prochains projets à activer. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette conférence. Pour moi, c'était de vous donner énormément de ressources. Donc j'ai plusieurs petits cadeaux pour vous. Le premier, c'est qu'on vient juste de lancer notre plateforme de formation en ligne, qui est un Netflix. Vous avez de la formation gratuite dessus, donc sur cette adresse, e-commercenation.academy. Dessus, vous allez retrouver plein de conseils sur les différents éléments évoqués. Et puis, par la suite, si vous voulez continuer avec nous sur cette formation, vous avez énormément d'éléments. Et donc, c'est une offre de formation qui est relativement accessible, parce que c'est 10 minutes par jour et c'est 100 € par mois, durant 10 mois, pour vous faire acquérir l'ensemble de ces compétences-là. Si après, vous avez des questions, je reste à votre disposition. Je ne sais pas si on a un peu de temps pour des questions. On a 2 minutes. Donc on va pouvoir prendre des questions. Et puis j'ai quelques magazines, si vous voulez découvrir davantage notre univers des explorateurs. Vous avez plein d'infographies et de conseils aussi sur le e-commerce. 2 minutes pour des questions. Si vous avez des questions, ça sera avec plaisir. Merci Nicolas pour cette conférence bien dense. Est-ce qu'on peut avoir un site internet e-commerce et se passer de la publicité, Facebook ou autre? Est-ce que c'est viable ou on est malgré tout obligé de passer par du Facebook Ads? Alors, on peut se passer de la publicité. Je pense que ce qui est important, c'est sur des réponses comme ça, j'aime pas être ultra tranché parce que en fait, c'est une question de phase. Sur un lancement, tu peux te dire, je vais mettre de la publicité pour tester mon offre auprès d'une cible particulière. Donc c'est bien, sous phase de test. Après, je peux l'améliorer. Mais peut-être qu'à terme, je vais me dire, au final, c'est pas si rentable que ça. Parce qu'au final, tu as des logiques d'enchères, que ce soit sur Google, Facebook, ces différentes plateformes, tes concurrents aussi payent. Donc après, la question, c'est qui va payer le plus, quel est le budget, et selon tes produits, est-ce que tu marges? Parce que si tu vends des petits produits où tu n'as pas beaucoup de marge, la publicité, ça ne va pas être très positif pour toi. Donc oui, tu peux te passer de la publicité. Ce qu'il faut, c'est quand même le tester. Ça peut être un bon outil, véritablement. Après, c'est aussi une compétence à développer. Mais au début, tu ne connais pas ton audience. Tu mets ton pixel Facebook, tu as une page avec 10 personnes.
tu fais de la publicité sans vraiment connaître ton audience en fait. Tu parles de pixels, donc là c'est quelque chose qui permet de voir les visiteurs qu'il y a sur son site. Et là, ce que je vais recommander sur la partie e-commerce et publicité, c'est ce qu'on appelle du reciblage, du retargeting. Donc ça, je pense que tous les e-commerçants se doivent de le faire. Ça veut dire que dès lors que quelqu'un va visiter votre site, il va voir des annonces sur les réseaux sociaux. Donc le retargeting, reciblage, je pense que ça c'est un incontournable parce que ça permet d'optimiser sa conversion sur un public que tu connais déjà. Une autre question ? Bonjour, une toute dernière question. Vous parlez des places de marché. J'ai discuté récemment avec quelques commerçants qui se sont lancés aussi dans le e-commerce. Et apparemment, ils font partie d'un vaste mouvement de désamour par rapport à ces places de marché type Amazon, qui imposent des conditions absolument drastiques, des conditions de retour sans raison, etc. Est-ce que c'est vraiment une tendance ou est-ce que c'est juste qu'autour de moi, j'ai des gens qui ne sont pas contents ? Non, non, c'est une tendance. Je pense qu'on est dans une logique où on questionne aussi sur le sens de nos entreprises. Ce qui est important, c'est pas forcément de cautionner un système avec des entreprises qui ne sont pas basées sur le territoire. On parle énormément sur mes autres conférences de e-commerce de proximité. Et donc, on va plus dans ce sens-là. Mais pour un entrepreneur, je pense qu'il faut être très pragmatique et de se dire que Amazon peut être un outil de test ou ponctuel et de se dire bah ok, ça me permet d'être exposé à une audience, de tester mes produits, mais oui, c'est un risque de mettre tous mes produits dessus parce que Amazon peut reproposer ses produits avec sa propre marque si ça fonctionne bien ou autre. Donc non, il ne faut pas être dépendant de ça, mais il faut aussi comprendre les opportunités de ces places de marché. Et il y a certains e-commerçants qui le comprennent bien, qui se disent bah ok, je vais proposer 2 produits dessus. Ça va être un peu une technique d'appel et au final de pouvoir être présent là. Et puis aussi d'être très pragmatique parce que si vos concurrents sont tous présents sur Amazon, bah ok, vous n'aimez pas la plateforme, mais vous passez à côté d'un chiffre d'affaires. Donc voilà, je pense qu'il faut être mesuré, il faut comprendre qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Si vous êtes que sur Amazon, non, il faut aller voir sur d'autres places de marché. Et puis aujourd'hui, il y a énormément d'initiatives qui se développent avec des places de marché locales ou spécifiques. Et donc je pense que c'est des modèles aussi qui ont tendance à se développer sur ces derniers mois. Super, pas d'autres questions ? Au top. J'ai quelques magazines pour ceux qui veulent de la nation du e-commerce. Merci à vous tous.